C'est la Corée qui l'a inventé en premier. Dans le réfectoire animé d'une grande université américaine, cette phrase tomba sur la table comme une assiette qu'on aurait lâchée en plein silence. Pendant une seconde, plus personne ne toucha à son plateau. Même le bruit des fourchettes sembla reculer. Celui qui venait de parler s'appelait Min Jae Park, un étudiant sud-coréen brillant, sûr de lui, inscrit en ingénierie électronique. Il avait ce genre d'assurance que l'on retrouve souvent chez ceux qui ont grandi dans un pays dont les marques brillent sur tous les écrans du monde. Face à lui se trouvait Daniel Miller, un étudiant américain passionné par l'histoire des inventions, fasciné par la manière dont les idées voyagent d'un continent à l'autre avant de devenir des objets ordinaires dans nos poches, nos voitures, nos hôpitaux. Autour d'eux, plusieurs étudiants étrangers levèrent les yeux. Un Allemand suspendit son geste. Une Italienne arrêta de rire. Une Brésilienne, assise 2 tables plus loin, se pencha légèrement pour mieux entendre. Parce que Min Jae n'avait pas simplement parlé de technologie. Il avait ajouté, avec un petit sourire presque provocateur. La France, Soins Honit. Elle a surtout perfectionné ce que d'autres avaient déjà fait. Beaucoup de choses que les Français présentent comme leur génie viennent en réalité d'ailleurs. Cette phrase glaça l'ambiance. La France. Dans un réfectoire américain, au milieu de jeunes venus du monde entier, ce mot venait d'être jeté dans la conversation comme une grenade culturelle. Certains s'attendaient à une dispute. D'autres à une réponse agressive. Mais ce qui suivit fut beaucoup plus intéressant. Car à mesure que la discussion avançait, les certitudes de Min Jae allaient se fissurer une par une. Non pas sous les cris. Non pas sous la colère. Mais sous le poids calme des faits, de l'histoire, de l'industrie, de la culture, et surtout de cette chose difficile à mesurer mais impossible à ignorer, la confiance que le monde accorde encore à la France. Avant d'aller plus loin, posez-vous une question. Quand un pays ne crie pas tous les jours qu'il est indispensable, cela signifie-t-il qu'il ne l'est plus? Quand un pays refuse de transformer chaque réussite en spectacle nationaliste, cela signifie-t-il qu'il ne crée plus rien? Ou bien est-ce précisément là que se cache sa force? Je m'appelle Camille Laurent. J'ai grandi à Boston, dans une famille où les discussions à table passaient facilement de la politique internationale à la médecine, de l'économie à l'histoire de l'art. Aujourd'hui, j'étudie les relations internationales et les politiques technologiques. J'ai toujours pensé qu'une conversation avec des personnes qui n'ont pas votre culture, pas votre langue, pas vos réflexes, peut parfois vous apprendre davantage qu'un cours magistral. Ma mère est infirmière dans un grand hôpital. Depuis mon enfance, je l'entends parler de machines médicales, de scanners, de dispositifs chirurgicaux, d'équipements de précision. Elle répétait souvent une phrase qui m'est restée en tête. Dans un bloc opératoire, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Un outil doit fonctionner exactement comme prévu. Elle ne parlait pas de nationalité par fierté superficielle. Elle parlait de fiabilité. Elle disait parfois, ce système optique vient d'une entreprise française, ou encore, ce logiciel de simulation a été développé par des ingénieurs français. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que cela voulait dire. Pour moi, un pays était une carte, une langue, un drapeau. Je n'avais pas encore compris qu'un pays pouvait aussi être présent dans la lentille d'un appareil médical, dans l'algorithme d'un avion, dans le signal d'une carte à puce, dans la sécurité d'un train, dans la précision d'un satellite. Plus tard, au lycée, j'ai rejoint un club de robotique. Nous construisions de petits véhicules autonomes avec des capteurs, des moteurs, des cartes électroniques et beaucoup trop de rubans adhésifs. Très vite, nous avons appris une leçon brutale. Faire bouger quelque chose n'est pas la même chose que le rendre fiable. Un robot peut avancer pendant 10 secondes et s'effondrer ensuite. Une pièce peut fonctionner dans une salle de classe et échouer dans un environnement réel. Entre « ça marche » et « on peut lui faire confiance », il y a un monde. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce que représentait la France dans certains domaines. Pas seulement l'invention spectaculaire qui fait la une, mais la capacité à transformer une idée en système, un système en norme, une norme en confiance. Et cette confiance, contrairement au bruit médiatique, ne s'improvise pas. À l'université, j'ai étudié l'histoire des grandes innovations. Les télécommunications, l'aéronautique, le nucléaire civil, la médecine, les transports, les logiciels industriels, les cartes intelligentes, l'optique, l'énergie. On découvre alors quelque chose de très différent du récit simpliste que l'on entend parfois dans les médias. Aucune grande invention moderne n'appartient entièrement à un seul pays. Une personne ouvre une porte, une autre améliore le mécanisme, une entreprise le rend utilisable, une industrie le rend fiable, une société l'intègre à la vie quotidienne. Mais dans cette chaîne mondiale, certains pays reviennent encore et encore. Et la France en fait partie. C'est pourquoi je suis toujours prudente face au slogan. Nous l'avons inventé. Ils ont copié. Ce pays est fini. Ce pays vit sur son passé. Ces phrases font du bruit, elles attirent les clics, elles flattent les égos nationaux. Mais souvent, elles écrasent la complexité de l'histoire. Ce jour-là, dans le réfectoire, je mangeais avec mon amie Abigail, une américaine énergique qui adorait jouer les arbitres dans les débats. Nous venions de prendre chacun un bol de soupe chaude et un café. La conversation avait commencé de manière banale. Smartphone,
voitures électriques, intelligence artificielle, semi-conducteurs, industrie européenne. Min-jae parlait avec enthousiasme des grands groupes coréens. Abigail cited les startups californiennes. Moi, j'avais mentionné les innovations françaises dans les transports, l'aéronautique et la santé. Tout allait bien. C'était une discussion de passionnés, un peu geek, un peu compétitive, mais amicale. Puis Min-jae posa sa cuillère, se pencha légèrement vers nous et lança. Oui, mais soyons honnêtes. La France n'a pas inventé grand-chose récemment. Les cartes, les trains, l'aviation, l'électronique, tout ça, d'autres l'ont fait avant. Les Français sont très forts pour raconter qu'ils sont importants. Mais dans le monde réel, ce sont les États-Unis, la Corée, la Chine. Le Japon qui mène. Abigail ouvrit grand les yeux. Elle me regarda comme pour dire « Tu réponds, on change de table ». Je pris une inspiration. Je ne voulais pas transformer la discussion en duel patriotique. D'abord, parce que je ne suis pas française. Ensuite, parce que défendre la France en hurlant serait précisément trahir ce que j'admire souvent chez elle, cette manière parfois agaçante, parfois magnifique, de préférer l'argument à l'excitation. Je posai ma fourchette et demandai calmement. Quand tu dis que la France n'a pas inventé grand-chose, tu parles de quel domaine exactement? Les transports? L'électronique? L'aéronautique? La médecine? Min-jae haussa les épaules. Un peu tout. On dit souvent que la France a inventé ceci ou cela, mais dans la réalité, les produits dominants viennent d'ailleurs. Regardez les téléphones, les écrans, les voitures électriques, les puces. La France est surtout un pays de luxe, de vin et de tourisme. Là, plusieurs étudiants autour de nous réagirent. Un Espagnol sourit nerveusement. Une étudiante indienne murmura « ça va devenir intéressant ». Un étudiant canadien rapprocha discrètement sa chaise. Abigail leva la main comme dans une salle de classe. « Très bien. Je déclare ouvert le tribunal improvisé de la technologie mondiale. Camille, tu représentes les faits. Min-jae, tu représentes la provocation. Moi, je représente le public confus. » Quelques rires détendirent l'atmosphère. Je souris, puis je commençai. D'accord. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, il faut distinguer trois choses, inventer en premier, industrialiser avec succès, et devenir indispensable. Un pays peut ne pas être le premier à imaginer un concept, mais devenir celui qui le rend sûr, fiable, exportable et respecté. Et dans cette catégorie, la France est beaucoup plus puissante que ce que les slogans laissent croire. Min-jae croisa les bras. Exemple. Je regardai autour de moi. La carte à puce. Abigail tourna immédiatement la tête. Attends, la carte bancaire avec puce? Oui. La carte intelligente, la carte à microprocesseur, qui a transformé les paiements, les télécommunications, l'identification sécurisée. Son développement moderne doit énormément à des inventeurs et industriels français. Et aujourd'hui, le monde entier utilise des systèmes dérivés de cette logique. SIM, carte bancaire, badge sécurisé, documents électroniques. Ce n'est pas juste une petite invention. C'est une architecture de confiance. Min-jae fit une moue. D'accord, une carte. Mais aujourd'hui, ce sont les smartphones qui dominent. Je hochai la tête. Jasmine. Dans un smartphone, tout semble appartenir à la marque écrite au dos. Mais l'objet réel est une coopération mondiale. Les capteurs, les composants radio, les logiciels de conception, les matériaux, les brevets, les normes de sécurité. Tout vient d'une chaîne complexe. Et la France y est présente plus qu'on ne le croit. Pas toujours avec son drapeau affiché en énorme sur la publicité. Mais dans les technologies de sécurité, les composants, les télécommunications, les logiciels industriels, l'optique, la simulation. Une étudiante allemande intervint. C'est vrai que dans l'aéronautique, la France est très forte. Je me tournai vers elle. Exactement. Parlons de l'aéronautique. Quand des millions de passagers montent dans un avion Airbus, ils ne pensent pas forcément à la France. Ils pensent à leur siège, à leur retard, au café trop cher de l'aéroport. Mais derrière, il y a des décennies d'ingénierie européenne où la France joue un rôle majeur, conception, assemblage, système embarqué, moteur, avionique, matériaux, logiciels, sécurité. Et là encore, ce n'est pas une question de bruit nationaliste. C'est une question de confiance mondiale. Abigail prit une note imaginaire. Donc, en gros, la France n'est pas toujours l'acteur qui crie le plus fort, mais elle est souvent dans les systèmes où l'échec est interdit. Yesuris. Voilà. Et c'est peut-être ça qui impressionne tant les étrangers lorsqu'ils regardent la France de près. Ils arrivent avec l'image d'un pays romantique, un peu arrogant, obsédé par le fromage, les grèves et les musées. Puis ils découvrent un pays qui construit des avions, des trains à grande vitesse, des réacteurs, des satellites, des logiciels de simulation, des équipements médicaux, des systèmes de défense, des verres ophtalmiques, des infrastructures énergétiques. Et soudain, le cliché se fissure. Min-jae semble piqué. Mais le TGV, par exemple,
ce n'est pas le premier train rapide du monde. Le Japon avait le Shinkansen. Tu as raison, répondis-je immédiatement. Et c'est précisément pour cela qu'il faut être honnête. Le Japon a joué un rôle historique immense dans le train à grande vitesse. Mais la France a développé sa propre réponse avec le TGV, une approche différente, un système complet, une performance reconnue. Une culture d'ingénierie ferroviaire qui a marqué le monde. Le problème, ce n'est pas de dire que la France a tout inventé seule. Le problème, c'est de prétendre qu'elle n'a fait que copier. Le Canadien hocha la tête. C'est une nuance énorme. Copier, c'est reproduire sans comprendre et sans apporter de valeur. Améliorer, adapter, fiabiliser, intégrer dans un système national puis l'exporter. C'est autre chose. C'est là que beaucoup de critiques contre la France deviennent injustes. On confond absence de marketing agressif et absence de génie. Abigail se mit à rire. Ça, c'est très français comme phrase. Tout le monde rit, même Minje. Je continuai, plus doucement. Et soyons francs, la France a un défaut. Elle explique parfois mal ses réussites. Elle peut être brillante, mais aussi maladroite dans sa communication. Elle peut donner l'impression de regarder le monde de haut, alors qu'en réalité, elle doute énormément d'elle-même. C'est une chose que beaucoup d'étrangers ne comprennent pas. Ils voient l'arrogance française. Ils ne voient pas toujours l'anxiété française derrière. Cette phrase changea légèrement l'atmosphère. Plusieurs étudiants se turent. Car c'est vrai. Dans beaucoup de pays, on imagine les Français convaincus d'être supérieurs. Mais quand on écoute les Français parler de leur propre pays, on entend souvent l'inverse. Tout va mal. On n'est plus rien. L'industrie est morte, les autres nous dépassent, c'était mieux avant. Cette autocritique permanente peut faire rire les étrangers. Elle peut aussi les fasciner. Une étudiante italienne prit la parole. Quand je suis allée en France, ce qui m'a surprise, ce n'est pas seulement la beauté. C'est la manière dont les gens se plaignent de choses que beaucoup de pays rêveraient d'avoir. Les trains, les hôpitaux, les universités, les musées. Les routes, ils critiquent tout. Mais tout fonctionne quand même mieux que dans beaucoup d'endroits. Minjay Surit. Ça, c'est vrai. Les Français se plaignent beaucoup. Oui, dis-je. Mais parfois, cette plainte est une forme d'exigence. Elle peut être fatigante, excessive, injuste même. Mais elle vient aussi d'une idée très française, le service public, la qualité, la dignité, le droit de demander mieux. Les étrangers voient d'abord la mauvaise humeur. Puis ils découvrent que derrière cette mauvaise humeur, il y a une société qui refuse de considérer la médiocrité comme normale. Abigail tapa doucement sur la table. Revenons à la technologie. Minje a dit que les grands produits actuels viennent surtout d'Asie et d'Amérique. Je hochai la tête. C'est vrai en partie. La Corée, la Chine, Taïwan, le Japon. Les États-Unis jouent des rôles immenses dans l'électronique grand public. Mais la visibilité n'est pas la même chose que la profondeur. Le téléphone que tu tiens dans ta main est visible. Le logiciel qui a permis de concevoir l'avion dans lequel tu voyages ne l'est pas. Le moteur qui doit fonctionner à 10 000 mètres d'altitude ne fait pas de publicité sur TikTok. Le système de signalisation d'un train. Le verre progressif qui permet à une personne de lire, la simulation industrielle qui évite un accident, ce sont des choses moins glamour. Mais ce sont des fondations. Minje regarda son téléphone. Donc tu dis que la France est surtout une puissance de fondation? En grande partie, oui. Une puissance de système. Une puissance d'ingénierie. Une puissance de confiance. Elle n'est pas toujours dominante partout, bien sûr. Elle a perdu des batailles industrielles. Elle a raté des virages. Elle a parfois trop cru à son ancien prestige. Mais la réduire à Paris, au parfum et au croissant, c'est une ignorance totale. Le mot « ignorance » fit lever quelques sourcils. J'avais volontairement durci le ton. Dans une vidéo YouTube, on dirait sans doute à ce moment-là, voilà la phrase qui a fait trembler la table. Mais je ne voulais pas humilier Minje. Je voulais seulement rendre visible l'absurdité du cliché. Il resta silencieux quelques secondes, puis demanda. Mais pourquoi alors tant de gens pensent que la France est dépassée? Respondes. Parce que la France ne domine plus le récit mondial comme elle a fait autrefois. L'anglais est devenu la langue centrale de la technologie. Les plateformes américaines contrôlent l'attention. Les produits asiatiques occupent les foyers. Les réseaux sociaux récompensent la vitesse, le spectacle. Les chiffres massifs. Or la France est souvent plus lente, plus institutionnelle, plus attachée aux normes, à la régulation, à la discussion. Cela donne l'image d'un pays moins agile. Mais parfois, ce que l'on appelle lenteur est aussi une manière de protéger la qualité. L'étudiante indienne intervint. Je crois que c'est pour ça que beaucoup d'étrangers changent d'avis après avoir vécu en France. De loin, on voit un pays qui proteste, qui critique, qui semble bloqué. De près, on voit un pays qui a une structure. Exactement, dis-je. Et c'est là que le récit devient intéressant. Beaucoup de gens arrivent en France avec deux images contradictoires. D'un côté, la France de carte postale, Paris,
la tour Eiffel, les cafés, les châteaux, la mode. De l'autre, la France des clichés négatifs, bureaucratie, grève, arrogance, saleté. Pessimism. Puis il découvre une troisième France, beaucoup plus profonde, celle des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, des chercheurs, des artisans, des médecins, des enseignants, des petites entreprises industrielles. Des techniciens qui ne passent jamais à la télévision mais qui tiennent le pays debout. Abigail Surratt. La France invisible. Oui. Et c'est souvent cette France invisible qui choque le plus les étrangers. Parce qu'elle contredit les deux clichés à la fois. Elle n'est ni un musée figé ni un chaos ingouvernable. Elle est un pays compliqué, parfois insupportable, mais encore extraordinairement compétent. Min-jae prit une gorgée d'eau. D'accord. Mais il y a aussi la question de l'arrogance française. Beaucoup de gens disent que les Français pensent que leur culture est supérieure. Je répondis sans esquiver. Oui, cette critique existe, et elle n'est pas toujours fausse. La France a parfois une manière très théâtrale de défendre sa langue, sa gastronomie, son cinéma, son modèle social. Cela peut agacer. Mais il faut comprendre quelque chose, pour les Français. La culture n'est pas un divertissement secondaire. C'est une infrastructure mentale. Comme un pont, comme une école, comme un hôpital. Quand ils défendent leur langue ou leur cinéma. Ils ne défendent pas seulement une préférence esthétique. Ils défendent l'idée qu'un peuple doit pouvoir penser avec ses propres mots. Le Brésilien assis derrière nous lâcha. Ça, c'est puissant. Et c'est peut-être là que la France reste profondément différente. Beaucoup de pays acceptent d'être seulement des marchés. La France, elle, veut encore être une civilisation. On peut trouver cela prétentieux. On peut s'en moquer. Mais on ne peut pas nier que cette ambition a produit quelque chose. Des bibliothèques, des musées, des débats, des lois, des institutions, des écoles, des films, des idées politiques, des normes sociales. Même ceux qui critiquent la France utilisent parfois des concepts qu'elle a contribué à diffuser. Minuja sembla refletir. Donc, selon toi, la force française n'est pas seulement industrielle. Elle est aussi culturelle. Exactement. Et les deux sont liés. Un pays qui pense beaucoup à la forme, à la précision, à l'élégance, à la norme, finit par produire une certaine manière de faire les choses. Regardez le luxe français. Beaucoup de gens croient que c'est juste du marketing pour riches. Mais derrière un sac, un parfum, une montre, une robe, il y a une culture de la matière, du geste, du détail, de la transmission. Ce n'est pas si éloigné de l'ingénierie. Dans les deux cas, il s'agit de transformer une exigence invisible en confiance visible. Abigail fronça les sourcils. Attends, tu compares un moteur d'avion et un sac de luxe. Ares. Sur le plan technique, non. Sur le plan culturel, oui. Dans les deux cas, le monde accepte de payer plus cher parce qu'il croit à une promesse française, qualité, tradition, précision, statut, durabilité. Cette promesse peut être exagérée, commercialisée, parfois caricaturée. Mais elle existe. Et elle fonctionne parce qu'elle repose sur des générations de savoir-faire. Min-jae posa alors une question plus sérieuse. Mais la France a aussi perdu beaucoup d'industries. Comment peut-on parler de puissance si elle dépend aussi des autres? Je hochai la tête. C'est une vraie question. La France n'est pas une superpuissance industrielle totale. Elle dépend de chaînes mondiales. Elle a subi des délocalisations. Elle a parfois négligé certaines productions stratégiques. Mais la dépendance n'annule pas la puissance. Tous les pays modernes dépendent les uns des autres. La vraie question est: dans quel domaine le monde dépend-il encore de vous? Et là, la France a des réponses solides. Aéronautique, spatiale, défense, énergie, transport, pharmacie, cosmétique, luxe, agroalimentaire, logiciel de conception, infrastructure, culture. Ce n'est pas rien. L'étudiante allemande ajouta. Et l'Europe elle-même dépend beaucoup du couple franco-allemand, même quand ils se disputent. Yesuris. Oui. Et c'est encore un exemple très français. Se disputer tout le temps, puis construire quand même. Les étrangers voient les disputes. Ils oublient souvent le résultat. La table éclata de rire. Min-jae, cette fois, ne riait pas pour se moquer. Il riait parce qu'il commençait à comprendre la logique. C'est vrai que vu de l'extérieur, les Français donnent l'impression d'être constamment en crise. Mais quand on regarde l'histoire, ils sont toujours là. Voilà, répondis-je. La France est peut-être l'un des rares pays capables de parler de déclin pendant 3 siècles tout en continuant à produire des idées, des infrastructures, des entreprises, des artistes, des ingénieurs et des controverses qui intéressent le monde entier. Abigail leva son gobelet. À la France, championne mondiale du déclin productif. Cette fois, même les tables voisines rirent franchement. Mais derrière la plaisanterie se cachait quelque chose de vrai. La France se pense souvent en crise. Et pourtant, elle continue. Elle doute, mais elle crée. Elle proteste, mais elle construit. Elle se critique,
mais elle attire. Des étudiants étrangers veulent y vivre. Des artistes veulent y exposer. Des chercheurs veulent y travailler. Des touristes y reviennent malgré les plaintes, les files d'attente, les prix, les grèves et les serveurs parfois trop directs. Pourquoi? Parce qu'au-delà du bruit, il y a une densité française. Une manière de donner du poids aux choses. Une ville française n'est pas seulement un décor. C'est une accumulation de siècles. Un repas français n'est pas seulement de la nourriture. C'est un rituel social. Une école française n'est pas seulement un bâtiment. C'est l'idée que la République doit former des citoyens. Un train français n'est pas seulement un moyen de transport. C'est la promesse que le territoire doit rester lié. Un hôpital français n'est pas seulement un service. C'est un principe, la vie ne doit pas dépendre uniquement de votre compte bancaire. Bien sûr, tout cela est imparfait. Parfois très imparfait. Il y a des fractures sociales, des zones abandonnées, des colères réelles, des lourdeurs administratives qui rendent fous, des débats identitaires violents, des contradictions politiques. Mais les étrangers qui observent honnêtement la France finissent souvent par dire la même chose. Ce pays est plus complexe que ce qu'on nous avait raconté. Min Jae reprit. D'accord, je reconnais que j'ai simplifié. Mais pourquoi les Français ne se défendent-ils pas mieux? Pourquoi laissent-ils les autres raconter qu'ils sont finis? Je réfléchis un instant. Peut-être parce qu'une partie de la France n'aime pas se vendre comme une marque. Les Américains savent transformer une innovation en récit mondial. Les Coréens savent transformer une réussite industrielle en fierté nationale spectaculaire. Les Chinois savent montrer la vitesse et l'échelle. Les Français, eux, hésitent. Ils veulent être admirés, mais ils méprisent parfois les mécanismes de l'admiration. Ils veulent rayonner, mais ils se méfient du marketing. Résultat, ils laissent souvent d'autres pays occuper l'espace médiatique. Abigail Ajita. C'est très paradoxal. La France est paradoxale, répondis-je. Elle veut être universelle, mais elle protège farouchement sa particularité. Elle critique le capitalisme, mais vend du luxe au monde entier. Elle défend l'égalité, mais adore les concours élitistes. Elle se moque de l'Amérique, mais regarde ses séries. Elle critique l'Europe, mais en est l'un des piliers. Elle se dit fatiguée, mais continue d'attirer. C'est pour cela qu'elle fascine. Parce qu'elle n'est jamais simple. Le silence qui suivit fut différent du premier. Au début, le silence était tendu. Maintenant, il était attentif. Min Jae regarda son plateau, puis dit. Dans mon pays, on parle souvent de vitesse. Aller plus vite, produire plus vite, dominer plus vite. Peut-être que j'ai regardé la France avec cette grille-là. Si un pays n'est pas le plus rapide, je le pensais dépassé. Mais ce que tu décris, c'est une autre forme de puissance. Hierpondes. Oui, la puissance de durer. La puissance de durer, répéta Abigail. C'est beau. Ie continuai. Il y a des pays feux d'artifice. Ils impressionnent par leur vitesse, leur lumière, leur bruit. Et il y a des pays cathédrales. Ils se construisent lentement, pierre après pierre, parfois avec des échafaudages partout, parfois avec des fissures. Parfois avec des ouvriers qui se disputent. Mais des siècles plus tard, ils sont encore debout, et le monde vient les regarder. La France est souvent un pays cathédrale. Cette image fit sourire plusieurs étudiants. L'Italienne leva la main. Alors l'Italie aussi est une cathédrale. Absolument, répondisse. Avec peut-être un peu plus d'opéra dans les disputes. Rise. Min Jae. Lui. Resta pensif. Donc quand on dit que la France vit sur son passé, on oublie que son passé est aussi une infrastructure du présent. Je pointai vers lui. Exactement. Un pays sans mémoire doit tout reconstruire en permanence. Un pays avec trop de mémoire peut être ralenti. Mais quand cette mémoire devient savoir-faire, institution, exigence, elle devient une force. La France a parfois le poids de son passé. Mais elle a aussi la profondeur de son passé. Et les étrangers, quand ils restent assez longtemps, sentent cette profondeur. Abigail demanda. Et dans la technologie, tu dirais que la France est une cathédrale aussi. Oui, dans beaucoup de domaines. Prenez le nucléaire civil. On peut débattre du modèle, des risques, des coûts, des choix politiques. Mais personne de sérieux ne peut nier l'ampleur du savoir-faire français. Prenez le spatial. La France a joué un rôle majeur dans l'accès européen à l'espace. Prenez les trains, la culture ferroviaire française reste impressionnante. Prenez la santé, les chercheurs, les hôpitaux, les entreprises françaises ont contribué à des innovations importantes. Prenez les mathématiques. La tradition française est mondialement respectée. Ce sont des couches successives. Ce n'est pas toujours spectaculaire pour le grand public, mais c'est solide. Min Jae acquiesced lentament. Je commence à comprendre pourquoi certains étrangers deviennent très attachés à la France après y avoir vécu. Ce n'est pas seulement le charme. C'est la sensation qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Et parfois, cette chose derrière est contradictoire. Elle peut vous frustrer. Elle peut vous humilier même, quand vous ne maîtrisez pas la langue ou les codes.
Beaucoup d'étrangers racontent leur premier choc en France, un guichet fermé, un serveur sec, un formulaire incompréhensible. Une grève le jour du départ, un voisin qui corrige leur prononciation. Mais ensuite, ils découvrent aussi des professeurs passionnés, des médecins attentifs, des boulangers qui se lèvent à 3 heures du matin, des ingénieurs obsédés par la précision, des villages qui protègent leur patrimoine. Des débats où même un étudiant peut contredire un ministre en public. Et là, leur jugement change. L'étudiante indienne sourit. C'est vrai. La France vous résiste d'abord. Puis elle vous adopte lentement. Je trouvais la phrase magnifique. Oui. La France n'est pas un pays qui se livre immédiatement. Elle teste votre patience. Elle vous oblige à ralentir, à comprendre, à écouter. C'est pour cela que ceux qui ne font que passer peuvent la juger durement. Ceux qui restent voient autre chose. Minjay Sapira. Alors ma phrase du début était injuste. Abigail, fidèle à son rôle de présentatrice, se pencha vers lui. Répétée devant le tribunal. Il leva les mains. D'accord, d'accord. J'ai été injuste. La France n'est pas seulement un pays de luxe et de tourisme. C'est aussi une puissance de système, de confiance et de durée. La table applaudit doucement. Quelques étudiants voisins se joignirent à nous avec amusement. Mais je voulais aller jusqu'au bout. Ce qui compte, ce n'est pas de remplacer un nationalisme par un autre. Il ne s'agit pas de dire, la France a tout inventé, les autres n'ont rien fait. Ce serait aussi faux et ridicule que l'inverse. La braille lekon. C'est qu'aucun pays sérieux ne devrait construire sa fierté sur l'effacement des autres. La Corée a des réussites immenses. Les États-Unis aussi. Le Japon aussi. La Chine aussi. L'Allemagne aussi. Mais la France aussi. Et reconnaître la France ne diminue personne. Minjay hocha la tête. C'est peut-être ça, la maturité. Être fier de son pays sans voler la dignité des autres. Yesuris. Exactement. La vraie fierté n'a pas besoin d'humilier. Elle peut regarder les faits en face. À ce moment-là, le soleil commençait à descendre derrière les bâtiments du campus. La lumière traversait les grandes vitres du réfectoire et donnait aux tables une couleur dorée. Les étudiants recommençaient à parler plus fort. Les machines à café grondaient de nouveau. La tension avait disparu. Mais quelque chose avait changé. Minjay, qui au début parlait de la France avec cette condescendance rapide que l'on entend trop souvent dans les débats internationaux, semblait maintenant curieux. Pas vaincu, pas humilié. Curieux. Et c'est beaucoup plus précieux. Il demanda. Si je voulais comprendre la France autrement que par les clichés, par où commencer? Abigail répondit avant moi. Pas par Émilie in Paris. Tout le monde éclata de rire. Je repris. Commence par regarder ce que la France fait quand personne ne regarde. Pas seulement les monuments. Regarde ses laboratoires, ses lignes de train, ses écoles d'ingénieurs, ses ateliers, ses centrales, ses ports, ses hôpitaux, ses tribunaux, ses bibliothèques. Ses petites villes. Regarde aussi ses conflits, mais ne t'arrête pas au bruit du conflit. Demande-toi ce que ce conflit essaie de protéger. Parfois, c'est un privilège. Parfois, c'est une peur. Mais parfois, c'est une idée très profonde de la dignité. Minjay nota mentalmente. Et la langue. Yerpondes. La langue est essentielle. Beaucoup d'étrangers jugent la France sans entrer dans sa langue. C'est possible, bien sûr, mais on rate quelque chose. En français. Même la dispute a une architecture. Les gens ne veulent pas seulement dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils veulent démontrer pourquoi. Cela peut paraître arrogant, mais c'est aussi une culture de l'argument. Abigail Ajira. Et une culture de la phrase trop longue. Ye ares. C'est vrai. Mais parfois, les phrases longues permettent de penser les nuances. Et la France est un pays de nuances, même quand ces débats semblent brutaux. Le Brésilien derrière nous intervint. Ce qui me frappe, c'est que la France est critiquée par tout le monde, mais tout le monde continue à vouloir y aller. Je me tournai vers lui. C'est peut-être le plus grand paradoxe. Les gens disent que Paris est sale, cher, stressant, que les Français sont froids, que le pays est bloqué. Puis les billets d'avion se vendent, les universités attirent, les marques fascinent, les films circulent. Les idées reviennent. La France est l'un de ces pays que le monde adore critiquer parce qu'il n'arrive pas à s'en désintéresser. Minjay Surit. C'est violent, mais vrai. C'est très YouTube, dit Abigail en riant. Je repris avec plus de gravité. Pour moi, la France ressemble à une voix grave dans un orchestre. Elle n'est pas toujours la mélodie principale. Elle ne fait pas toujours les notes les plus brillantes. Mais quand elle disparaît, l'ensemble perd de la profondeur. On peut ne pas l'aimer. On peut la critiquer. Mais on ne peut pas faire comme si elle ne comptait pas. Cette phrase resta un moment dans l'air. Puis Minjay dit doucement. Je crois que j'avais confondu visibilité et importance. Beaucoup de gens le font, répondis-je. Le monde actuel nous pousse à croire que ce qui est le plus visible est le plus important. Or certaines choses essentielles sont discrètes. La France, malgré son goût pour les discours.
et parfois discrète là où elle est la plus forte. Elle ne met pas toujours son nom sur chaque pièce du puzzle. Mais le puzzle serait différent sans elle. Le repas touchait à sa fin. Les plateaux se vidaient. Les étudiants se levaient peu à peu. Dehors, l'air devenait plus froid. Le campus prenait cette lumière de fin d'après-midi qui rend les bâtiments presque irréels. Min-jae rangea ses affaires, puis me regarda avec un sourire sincère. « Camille, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Pas seulement sur la France. Sur la manière de parler des pays. On croit défendre son pays en diminuant les autres, mais en réalité, on montre seulement qu'on ne connaît pas l'histoire. Hierpondes. C'est exactement ça. Les nations ne sont pas des marques rivales dans une publicité. Ce sont des couches de mémoire, de travail, d'erreurs, de réussite, de dettes mutuelles. La France a reçu des autres. Elle a aussi donné énormément. La ligarde honnetement. Ce n'est ni l'idolâtrer ni la mépriser. C'est accepter qu'elle reste l'un des pays les plus influents, les plus contradictoires et les plus fascinants du monde. Abigail leva son café vide. Au tribunal improvisé du réfectoire, je déclare que la France est coupable d'être beaucoup plus importante qu'elle ne le laisse croire. Rise. Nous sortîmes du réfectoire ensemble. Le vent faisait rouler des feuilles sur le trottoir. Les fenêtres de l'université commençaient à s'allumer une à une. Derrière nous, la salle où nous venions de débattre reprenait son bruit normal, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, pour Min-jae, quelque chose avait bougé. Et c'est souvent ainsi que les préjugés tombent. Pas dans un grand discours officiel. Pas dans une cérémonie. Pas dans une campagne de communication. Mais autour d'une table, entre un bol de soupe tiède, un café trop amer et une phrase lancée trop vite. La France n'a pas besoin d'être parfaite pour être respectée. Elle n'a pas besoin d'avoir tout inventé pour être indispensable. Elle n'a pas besoin de crier pour exister. Son influence est parfois visible comme la tour Eiffel, parfois invisible comme une norme technique, un logiciel industriel, un geste d'artisan, une méthode de calcul, un principe juridique, une idée de la dignité humaine. C'est cela que beaucoup d'étrangers finissent par comprendre. Ils arrivent en France avec des clichés. Ils repartent avec des contradictions. Et parfois, ces contradictions deviennent de l'admiration. Parce que la France, au fond, n'est pas seulement un pays que l'on visite. C'est un pays que l'on débat. Un pays que l'on critique. Un pays que l'on apprend lentement. Un pays qui irrite, qui séduit, qui résiste, qui fatigue, qui inspire. Un pays qui semble toujours au bord de la crise, mais qui continue encore et encore à produire du sens, de la beauté, de la technique, du conflit et de la confiance. Alors la prochaine fois que quelqu'un dira, avec un sourire trop sûr de lui, que la France n'est plus qu'un musée, qu'elle n'invente plus rien, qu'elle vit sur son passé, posez-lui simplement cette question. Si la France compte si peu, pourquoi le monde continue-t-il autant à parler d'elle? Pourquoi ces marques font-elles rêver? Pourquoi ces ingénieurs sont-ils recherchés? Pourquoi ces trains, ces avions, ces logiciels, ces chercheurs, ces artistes, ces médecins, ces débats, ces écrivains, ces écoles, ces paysages et même ces colères continuent-ils d'attirer l'attention? La réponse est peut-être dérangeante pour ceux qui aiment les jugements rapides. La France n'est pas finie. Elle est simplement plus difficile à comprendre qu'un slogan. Et c'est précisément pour cela qu'elle reste dangereusement fascinante.